Mais selon ce journaliste, par le passé, il y a toujours eu des personnes clés capables à Alger de créer des passerelles avec la France en cas de crise. Une époque révolue avec l'installation au pouvoir du président Tebboune. Salam alaikum, Mataldi Dazoul, bonjour. Donc, il y a toujours eu des personnes clés capables de créer des passerelles, et depuis Tebboune, il n'y a plus. C'est de la manipulation de l'information, d'autant qu'a dit que c'est le journaliste qui dit ça, mais si vous écoutez la suite, que je ne vais pas vous mettre, en fait, non, il dit, là, sa réponse, il dit direct, c'est la faute du gouvernement actuel et ça pourra changer une fois que Macron sera parti. Et côté algérien, il dit, c'est normal qu'on ne se laisse pas faire. Point à la ligne. Il ne parle pas du reste. Donc, c'est de la manipulation, c'est pas très grave. Passons là-dessus. Mais ça méritait d'être en introduction, hein. Alors, pour mieux comprendre et appréhender donc, ce qui se passe actuellement, dans la crise émotionnelle qu'est en train de faire le gouvernement français, le pouvoir français, le régime français, revenons un petit peu en arrière. Il y avait la réserve de 1000 milliards de dollars, hein, vous savez, dans les années 2000, qui a attiré évidemment toutes les convoitises. Vous aviez à l'époque le réseau MEDEF, hein, les entreprises françaises, etc., le gouvernement français, tout ça, qui agissait en interface entre Alger et Paris. C'était l'époque où on encourageait les officiels algériens, les oligarques, à s'installer en France sans être regardant sur la provenance des millions d'euros qui étaient entre leurs mains de ces Algériens-là, qui sont aujourd'hui en prison, des premiers ministres, etc., etc. C'était l'époque du donnant-donnant, c'est-à-dire la France facilitait l'accès à des logements VIP à Paris, etc. Mais ça impliquait des concessions en Algérie, sur le dos du trésor public algérien. Et donc on donnait des contrats, des concessions. C'était porte ouverte à la France qui se gavait pendant toute cette période. Il est venu le Hirak béni 2019. Béni parce que c'était l'Algérie partait dans le mur complètement. C'était le pillage incroyable. Et c'était la fin de la gabegie économique française en Algérie. Ce qu'on appelle, Pierre Péan, dans un des bouquins pour l'Afrique, il appelait ça la République des mallettes. Les Bouchouareb, les Haddad, les ministres, etc. Et toute la clique qui évoluait dans un univers des transferts de fonds et de mallettes d'argent entre Paris et Alger. Les hommes politiques français, etc. Celui des contrats juteux sous Sarkozy, Hollande, et surtout Macron, qui avait restructuré tout ça quand il est arrivé au pouvoir. C'était encore pire que ses prédécesseurs. C'était la fin de ces réseaux d'affaires entre Alger et Paris qui a permis, sinon de récupérer les milliards de dollars qui sont encore en France pour beaucoup, avec Bouchouareb, notamment un ancien ministre qui est à Nice et dont l'Algérie réclame l'extradition, mais qu'elle n'arrive pas à avoir pour qu'il soit jugé. Mais au moins, ça a permis de faire en sorte que la prédation contre les Algériens cesse. Et c'est ça qui a été le point de départ du changement de relation entre la France et l'Algérie. La fin de la corruption, la fin de la mainmise de la France, puisqu'on a été tous surpris d'apprendre ça pendant le Hirak. Il y a eu des enquêtes, etc., des livres de journalistes qui ont été faits, qui nous apprennent des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Donc maintenant, c'est le temps de la déstabilisation et je vais vous raconter ce qui est en train de se jouer en 4 étapes. L'étape 1, d'abord, c'est la tension et le durcissement, le dénigrement et la polémique. Donc vous avez les points de vue qui se durcissent, la crispation qui se ressent, il y a des campagnes de stéréotypes, de clichés qui sont lancées et des rumeurs qui sont propagées. On cherche à agacer, à irriter, à faire sortir l'autre de ses gonds, à révéler ses points faibles, ses talons d'Achille. Ça, c'est l'étape 1 qu'ils sont en train de faire. L'étape 2, c'est les menaces, la stratégie de riposte et le passage à l'action. Vous avez entendu, oui, maintenant les visas, etc., etc. Ils sont en train de chercher des moyens de riposter à la gabegie qui est finie avec ce nouveau pouvoir, à la corruption qui est finie
avec ce nouveau pouvoir. On a enlevé les pattes de la France, de la politique algérienne directement, puisqu'elle l'influençait énormément avant, avec le pouvoir d'avant. Donc là, dans cette étape, il s'agit de savoir qui a le plus de pouvoir et peut appliquer les pires punitions. C'est ce qu'ils sont en train de jouer là en ce moment. Et l'autre, donc l'adversaire, qu'ils ont désigné, il est mis dans une situation où il n'a pas le choix que de lui aussi répliquer. Mais répliquer, la diplomatie algérienne est beaucoup plus sage, beaucoup plus compétente que la diplomatie française actuelle, et elle sait garder son sang-froid. Les Algériens eux-mêmes de France, dont je vais parler après, eux aussi doivent garder leur sang-froid actuellement. Donc l'étape 3, ça sera de chercher des coalitions et des alliances. Ils en parlent, ils disent qu'ils veulent mener le combat avec l'Europe, donc demander à l'Europe de sanctionner l'Algérie, etc., de s'allier à la France. Ça sera la suite de leur stratégie actuelle. Donc là, dans cette étape, on cherche activement des partisans et des alliés qu'ils vont rallier à leur cause. Et de là, des clans ils seront formés et commenceront à manœuvrer en se coordonnant. C'est la stratégie du fait accompli. Et enfin, leur but, ça sera de passer à l'étape 4 in fine, c'est-à-dire la destruction de l'ennemi, l'ennemi étant l'Algérie. Donc, ils vont considérer que l'adversaire, à ce moment-là, il n'est plus perçu comme un être humain, mais comme une chose. Et l'objectif ultime sera à présent donc de l'effondrement du système de l'ennemi, et tous les coups seront permis. On n'est pas encore à cette étape. Mais elle s'inscrit dans leur stratégie, bien sûr. Car en face, vous avez des hommes responsables, évidemment, et qui éviteront le point de rupture, qui ne vont pas tomber dans ce piège qu'on est en train de leur tendre et qu'on est en train de tendre aux Algériens de France aussi, par manipulation de l'information, comme on avait parlé au début, et toutes ces étapes de gradation qui sont une escalade vers la destruction totale in fine. Destruction ou soumission totale. Voilà. Mais ils n'y arriveront pas, puisque en face, la réponse, c'est éviter le point de rupture sans se laisser faire. En restant ferme, en ayant des positions fermes et en prenant ses distances, le temps que toute cette hystérie se calme ou trouver les moyens de les calmer, d'une manière ou d'une autre. Alors maintenant, je voulais passer à autre chose, c'était de parler du lien national algérien. On est passé du n'être ni français ni algérien. Ça, c'était l'époque de la colonisation, où les Algériens n'étaient ni français à part entière, ni algériens. Ça n'existait pas. Ils ne voulaient pas laisser les gens être ou l'un ou l'autre, ou les deux. Ensuite, on est passé à n'être ni d'ici ni de là-bas. Ça, c'est la deuxième génération, en gros, qui se retrouvait pas vraiment dans la France, mais qui se retrouvait pas non plus dans l'Algérie, puisque c'était une période de transition. Pas une période, mais une génération de transition, la deuxième génération. Et dans la génération de l'indépendance, ou même parmi les gens de la deuxième génération, rares ont été les Algériens de l'immigration qui ont opté pour la nationalité française. À l'époque, c'était très très mal vu. On gardait son passeport algérien avec sa résidence. Alors que les accords d'Évian, ils les autorisaient, les Algériens, à avoir la nationalité française, ce qu'ils n'ont pas fait. Et il n'y a pas eu non plus d'immigration massive, alors que les Algériens, ils n'avaient pas besoin de visa jusqu'en 1986. Il n'y a pas eu des millions d'Algériens qui sont venus vivre en France d'un seul coup et qui ont vidé l'Algérie. Il y a eu aussi une étude du SNES, du Conseil national économique et social algérien, qui disait qu'il y a eu 400 000 cadres algériens qui se seraient exilés entre 92 et 96, la décennie noire. Ce qui représente une dizaine d'années de formation supérieure en Algérie payée par le budget de l'État. Ces gens-là, je ne juge pas, hein, bien sûr, hein, c'est parce que je suis en train de vous parler là de la citoyenneté française et l'appartenance
à l'Algérie, l'identité algérienne. Ces gens-là, pour beaucoup, sont en France et pour beaucoup aussi ont pris la nationalité française. Donc ils ont la double au même titre que les franco-algériens nés en France dans les années 80, 75, etc., etc. Tant et si bien que dans les années 90, les titulaires de la nationalité française, ils sont devenus majoritaires dans l'immigration algérienne. C'était plus la carte de résidence, etc., etc. Et c'est là où on est au présent, vous, là, qui êtes algérien, de citoyenneté française aussi, qui est entre la citoyenneté française et l'affirmation d'une identité algérienne. Et là, on est à un point où la France interroge cette partie de sa population et où soi-même, on s'interroge aussi. Moi, je ne suis pas de nationalité française, mais je m'inclus dans tout ça parce que j'ai grandi quand même en France. Donc, les questions qui se posent, comment je vais réagir par rapport à la politique française actuelle, hystérique, d'extrême droite, sioniste et corruptive, parce qu'il y a une très grande partie, comme je vous l'ai expliqué au départ, c'est un problème de corruption. La France ne mange plus comme elle mangeait avant avec les autres pouvoirs en Algérie. Et c'est le point de départ le plus important dans toute cette affaire. Bien sûr, on a le Maroc, bien sûr, on a l'entité sioniste, bien sûr, on a l'extrême droite, mais c'est l'argent, le nerf de la guerre. L'Algérie pourrait les calmer tout de suite, hein. Donnez quelques milliards et fermez-la. Ils s'arrêteraient tous. Rotaillot, etc., etc., tous. Mais là, ils sont très agressifs, très émotifs. Et nous, donc Algériens, nous devons apprendre, savoir, réfléchir, comment réagir vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de nos amis qui sont solidaires, qui ne sont pas algériens mais solidaires, vis-à-vis de ceux qu'on connaît qui sont contre nous, vis-à-vis des collègues, vis-à-vis des réseaux sociaux, etc. Quelle position adopter si je veux aider l'Algérie, mon pays, à contrer toute cette stratégie qui est en train de se mettre en place? Alors, je vous rappelle que le chiffre des binationaux franco-algériens, il est estimé à environ 4 millions d'individus. Sur ces 4 millions, il y a environ 1 400 000 minimum qui votent, qui sont en âge de voter. Et ce qui est très très loin d'être négligeable. Et en termes de poids électoral, c'est un vote qui serait décisif. Si ce vote se concentrait sur les moins pires, je ne dis pas les meilleurs, mais les moins pires, pas ceux qui vous font les yeux doux, mais qui sont des hypocrites totaux. Prenez, choisissez un seul parti, concentrez-vous sur un seul parti, celui qui est un peu plus équilibré. Moi, je pensais à LFI. Pourquoi? Parce que LFI, oui, vous avez Mélenchon, etc., il est avec le Maroc, etc., mais quand même, dans son parti, à l'intérieur de son parti, il y a beaucoup de courants qui sont pour le Sahara occidental, pour la Palestine, etc. Donc, c'est un parti qui est un peu plus équilibré que les autres. Les socialistes, ils sont socionistes et ils sont hypocrites. La droite, elle va s'unir aux prochaines élections. Ils vont être unis de Macron à l'extrême droite. De toute façon, c'est le même jeu qu'ils font tous ensemble. Donc eux, pas une voix pour eux. Il y aura d'autres moyens, je vous en parlerai aussi. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au début du XXe siècle, il y avait un article dans un journal. La France doit reconnaître le droit de vote aux indigènes d'Algérie. C'était Maurice Violette à l'époque, c'était très progressif ce qu'il disait, même subversif ce qu'il disait à l'époque. Mais en fait, le but du gouvernement est d'accorder à une élite restreinte une récompense amplement méritée. Voilà, c'était ça le droit de vote pour une élite restreinte qui travaille, bien sûr, avec les colonisateurs à l'époque. Aujourd'hui, ça n'est plus la même chose. Les gens sont libres de voter ce qu'ils veulent. Il faut qu'ils votent et pèsent de tout leur poids qui est décisif sur les prochaines élections. Les prochaines élections, c'est les municipales en 2026 en France.
Enfin, pour finir, je vais vous citer un ami qui m'a envoyé ses vœux, quoi, pas qu'à moi, mais sous forme de lettre. Il a écrit une lettre, superbe d'ailleurs. Si je pouvais, je vous la lirais tout entière, parce que c'est un super beau texte, où il repense à tous ses ancêtres qui ont combattu aux côtés de l'émir Abdelkader, de Fatima Lalam Soumer, etc., etc. Et il pense à tous ces gens-là. Et il était dans le désert et il écrivait cette lettre, dans le désert algérien dernièrement. Contemplant l'immensité depuis cette dune, je repense à cette petite citation de Frantz Fanon. Entre guillemets, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Et il écrit « Je me ressource et me fais le vœu suivant. Ne jamais trahir les combats dignes des miens. C'est au final tout ce qui importe. » Et pour finir, all the best for 2025, que je dirais pas en anglais. Le meilleur pour vous pour 2025, Inch'Allah. Que la Palestine et le Sahara occidental vainquent, comme l'Algérie a vaincu le colonialisme. Ma'aslama, à bientôt, Inch'Allah.